Bonjour, Sandrine Rouleau, secrétaire générale de l'Association française des polyarthritiques et des rhumatismes inflammatoires chroniques. J'ai le plaisir de vous accueillir sur le 22e salon de la polyarthrite, un salon placé sous le haut patronage de M. Emmanuel Macron, président de la République, et sous le patronage du ministère de la Santé et de la Prévention. Le salon est parrainé par la Société française de rhumatologie. Au programme de ce samedi, nous allons débuter par quelques exercices d'activité physique pour démarrer la journée du bon pied. À 11h30, c'est vous qui ferez le programme en posant vos questions au docteur Karine Moiti de l'hôpital Saint-Antoine et au docteur Didier Poivret du CHR de Metz-Thionville. À 14h, nous nous retrouvons avec Anne-Gabrielle Dumont, diététicienne à Montpellier, pour parler alimentation et des recommandations de la Société française de rhumatologie. Et enfin, à 15h15, nous terminerons ce salon par une séance découverte de la méditation avec Isabelle Mante. Alors tout de suite, je vais vous laisser en compagnie d'Anthony et Patricia pour quelques exercices d'activité physique. Je dois juste vous préciser que pendant cet atelier, vous avez la possibilité de leur poser des questions via le chat. Et vous êtes certains à être habitués, mais pour ceux qui nous rejoignent seulement ce matin, si le cadre pour poser votre question ne s'affiche pas sous votre écran, c'est probablement que vous êtes en mode plein écran. Donc, vous quittez le mode plein écran et vous nous écrivez votre question. Merci, à tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, je suis Patricia et je suis atteinte de polyarthrite rhumatoïde. Je suis Anthony Demont, kinésithérapeute, et je travaille à Paris. J'ai une prise en charge actuellement uniquement de personnes qui ont besoin de rééducation avec de la douleur chronique, et plus particulièrement des maladies inflammatoires chroniques. Et aujourd'hui, donc, je suis ravi, avec Patricia, de pouvoir participer à cet atelier où on va discuter plutôt du dérouillage matinal. Donc évidemment, le dérouillage matinal, pour donner quelques mots avant qu'on démarre ces exercices, a plusieurs bienfaits. Les premiers, c'est évidemment de commencer à échauffer tout doucement ses articulations, ses muscles, ses tendons, l'ensemble du corps. Donc évidemment, il faut que ça cible différentes parties de notre corps pour commencer à préparer la journée, c'est-à-dire à préparer notre corps à mieux tolérer, à mieux gérer toutes les activités qu'on va pouvoir faire dans la vie de tous les jours, que ce soit des activités physiques plus intenses, mais aussi toutes les activités de la vie quotidienne, que ce soit faire le ménage, de la cuisine ou d'autres activités. Ça, c'est le principal bienfait de ce type d'activité, de ce type d'exercice. Et évidemment, ça doit être mis en parallèle de la réalisation de d'autres activités physiques qui vont être un peu plus intensives et qui vont avoir pour objectif d'améliorer le fonctionnement de votre cœur, de vos poumons, donc de travailler sur un peu du réentraînement à l'effort, et aussi sur du renforcement musculaire. Et ça, probablement, on pourra en discuter si vous avez des questions sur ce sujet après, puisque là, on va plutôt aborder le fait de faire des exercices avec de faibles résistances. On va plutôt utiliser le poids du corps et des objets simples de la vie de tous les jours qu'on peut trouver chez soi. Pas besoin de matériel très complexe et très difficile à trouver. Et on va évidemment commencer par des exercices qui vont progressivement stimuler de plus en plus intensément votre corps, en commençant d'abord allongé, puis en position assise, puis debout, pour commencer à préparer tout doucement le corps pour la vie de tous les jours. Donc Patricia, pour les premiers exercices, je t'invite à venir allonger. J'ai mis un petit coussin pour que tu sois très confortable. Merci. Donc, pour démarrer allongé, évidemment, ces premiers exercices, vous pouvez évidemment les faire allongés sur votre lit. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ou directement au sol, si vous avez un tapis à disposition. Pensez toujours à la question du confort, c'est-à-dire qu'on voit que Patricia s'est déjà mis dans une bonne position, avec les genoux fléchis, tout simplement pour que le dos soit aussi dans une position plus relâchée sur le tapis ou sur le lit. Un petit coussin pour la tête, comme ça on est confortable pendant les exercices. On va commencer par les exercices les plus faibles en matière d'effort et d'intensité pour commencer à préparer tout doucement en fait, certaines parties du corps à s'échauffer. Et on va
commencer par décoller les pieds, donc amener les cuisses perpendiculaires à l'axe du corps. Et Patricia, tu vas pouvoir amener tout doucement tes jambes en les laissant tomber sur le côté. Donc on utilise le poids des jambes. Les bras sont sur le côté, reposés. La tête et le haut du buste ne bougent pas. Et tu vas pouvoir faire des allers-retours, c'est-à-dire vers le côté gauche, puis vers le côté droit. Je décale un peu pour pas te gêner. Et l'idée, c'est de répéter 10 fois ce mouvement en faisant des allers-retours. Évidemment, sur chacun des exercices qu'on va réaliser, il est extrêmement important d'écouter les sensations qui se produisent pendant l'exercice. C'est-à-dire que si Patricia ou si vous à la maison, vous ressentez des sensations de tiraillement, des sensations voire même de douleur, on ne force pas. Dès qu'on commence à ressentir ces sensations, on s'arrête et on revient tout doucement. Si on sent qu'on manque de mobilité, qu'on a de la difficulté à faire ce type d'exercice, on peut évidemment céder d'une main. Donc, on pourrait imaginer que Patricia, elle mette une main sur sa cuisse pour venir freiner tout doucement le poids des jambes si on sent que c'est un peu difficile à réaliser. Est-ce qu'on décolle les épaules? C'est pas gênant? C'est pas gênant si ça se décolle un peu, mais c'est bien que volontairement, tu ne les décolles pas, tu les gardes comme ça sur le tapis pour être sûr que là, on commence tout doucement avec ce type d'exercice à mettre en mouvement le bas du dos, donc les lombaires, le bassin, et progressivement, en allant de plus en plus loin, on va commencer aussi évidemment à échauffer les vertèbres et les muscles entre les omoplates pour que ça puisse progressivement stimuler une grande partie de la colonne vertébrale et du dos. Comment tu te sens, Patricia? Ça va. Parfait. Donc ça, premier exercice pour commencer à faire travailler le bas du dos. Deuxième exercice, si on continue toujours en commençant à venir échauffer le bas du dos et le bassin, là, Patricia, tu vas pouvoir venir mettre tes mains sur tes genoux et tu vas fléchir tes jambes. Donc, les jambes ne doivent pas faire d'effort. C'est uniquement tes bras qui vont venir ramener tes genoux en direction de ton ventre. Si tu sens que ça génère des douleurs au niveau des bras, du fait de l'effort que tu réalises, tu essaies d'englober encore un peu plus pour que ça réduise l'effort, par exemple, sur les mains, sur les doigts, sur les poignets. Et on fait des allers-retours. On vient amener les genoux en direction du ventre. On tient 4-5 secondes. Ensuite, on relâche tout doucement. Et on recommence. Même principe, on le réalise 10 fois. Et c'est toujours la même logique. Je vais le répéter à chaque fois parce que c'est un des éléments les plus importants. C'est-à-dire que parmi tous les exercices et toutes les activités physiques que vous pouvez faire au quotidien, la question de la dose, elle est extrêmement importante. C'est-à-dire comment j'ajuste l'intensité de l'effort que je suis en train de réaliser par rapport aux sensations que je ressens et par rapport à la condition physique que j'ai pour éviter derrière que ça génère des douleurs supplémentaires, que ça génère malheureusement plus de handicap sur la journée, en sachant que ça sera contre-productif puisque ce n'est pas l'objectif de ces exercices qui sont plutôt vertueux, qui serait de réduire la douleur, améliorer la mobilité des articulations, échauffer les tendons, etc. Et en termes de respiration? Le tout, c'est de ne pas se mettre en apnée, mais il n'y a pas de temps respiratoire particulier, parce que le principal, c'est que ce soit le plus confortable pour toi. Donc, si tu sens que c'est plus simple en inspirant, par exemple, en emmenant les jambes et en expirant quand tu relâches, c'est parfait. Ou l'inverse, comme tu le sens. On va faire inspirer en ramenant les genoux. Parfait. Et expirer. Ça me va, alors. Comment tu le sens au niveau du dos quand tu fais cet exercice? Ça va, ça tire pas. Sachant que ça peut évidemment tirer un peu. Ouais. Le tout, c'est que ça reste très supportable là, et que quand tu relâches, la sensation de tiraillement doit se réduire. Ce qui veut dire qu'elle n'apparaît que pendant le mouvement, mais qu'elle ne reste pas après. Et là, on est bon. Donc, une dizaine de répétitions sur chacun des exercices pour que derrière, ça permette aussi évidemment d'enchaîner plusieurs exercices qui vont cibler toutes les parties du corps et d'être sûr qu'à la fin, cette séance de dérouillage, elle ne dure pas non plus 2 heures et de rationaliser aussi sur un temps le plus efficace possible. Dès que tu as fait les 10 fois, tu me dis. Ça y est. Super. Donc là, on a commencé à faire échauffer le bas du dos, le bassin et un peu le haut du dos si vous avez pu progressivement aller plus loin avec vos jambes. Ensuite, en premier exercice vraiment de base pour vos bras, vous allez pouvoir venir emmener les bras en direction de votre tête. Les bras doivent être les plus proches possibles de vos oreilles. Donc, vous essayez d'aller au maximum possible de la mobilité, voire même, si vous pouvez toucher le coussin ou l'oreiller que vous utilisez derrière votre tête. Si vous ne pouvez pas aller au maximum, c'est toujours le même principe. On s'arrête au moment où on commence à ressentir de la douleur ou de la gêne au niveau des épaules, puis on revient.
Et on se laisse du temps, c'est-à-dire qu'avec des répétitions successives, vous allez pouvoir sentir que progressivement, vous allez pouvoir aller un petit peu plus loin. Le tout, c'est de ne pas forcer. Et Patricia, pareil, comme tu disais tout à l'heure, Ouais. on respire, on ne se met pas en apnée, Oui. on inspire et on expire progressivement, On en a sachant tendance, que, ouais, on a tendance à oublier de respirer parfois. exactement, bah, surtout plus la difficulté de l'exercice augmente, plus en général, ça demande de la concentration, de l'effort physique, et on a tendance à se mettre un peu en gainage, comme si on contractait tout le corps. Mm. Et ça, c'est vraiment essentiel. Comment tu sens l'exercice au niveau des épaules? Ça va, ça va. Ça se fait bien, tranquillement. Mm. Parfait. En sachant que c'est évidemment ces premiers exercices, peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, ça va vous sembler facile, mais le tout, c'est de démarrer toujours en progression. Donc, on commence d'abord allongé avec peu d'impact de la gravité sur les mouvements que vous allez réaliser. Donc, ça va peu stimuler au début les articulations, les tendons et les muscles, mais ensuite, on va exposer de plus en plus intensément ces différentes parties de votre corps en passant après en position assise, puis en position debout, et après, on va utiliser un petit peu de matériel, que ce soit des petites charges qui vont permettre de commencer à stimuler un peu plus intensément toutes les parties de votre corps. C'est parfait, Patricia. Donc là, on va passer en position assise. Quel conseil tu me donnes pour me relever correctement par rapport au dos? Si tu as une gêne ou une douleur, que ce soit maintenant ou si tu as tendance à avoir plutôt le dos sensible, c'est bien de passer sur le côté. Ah, Parce que si tu montes, en fait, si tu fléchis directement ton buste vers l'avant, tu vas fortement contracter tes abdominaux et ça met beaucoup de pression sur la colonne vertébrale. Donc sur le côté, tu te tournes complètement. Tu viens voilà, repousser avec ta main pour venir te ouais. mettre sur les genoux. Parfait. Et ensuite, Lever. l'idée, c'est à quatre pattes. Tu avances une des jambes vers l'avant, idéalement la jambe la plus forte, celle où tu sens que tu as vraiment le plus de force pour te relever. Et ensuite, tu te relèves directement. Là, c'est parfait. C'est vrai que c'est important parce qu'on a tendance des fois à se relever directement avec le dos droit. Ouais. Et, Donc, en position assise, maintenant, on va commencer par un exercice pour le bas du dos et le milieu du dos, où on va venir tout simplement écarter les cuisses, laisser tomber les bras entre les jambes et venir s'enrouler. Le premier objectif, c'est d'amener les mains en direction du sol, puis progressivement d'emmener les mains un peu plus loin, comme si on voulait s'enrouler complètement. Donc on vise l'arrière de la chaise. Donc là, on peut le faire assis sur une chaise, assis sur un canapé. On va répéter aussi cet exercice 10 fois. Comme là, on est en position assise, évidemment, le poids du corps, donc le poids de notre buste, de nos bras, de notre tête, est un peu plus important sur le bas du dos. Donc ça peut amener des sensations un peu plus importantes de tiraillement, voire de douleur. Si on ressent toujours de la douleur sur, on va dire, un degré précis en fait, du mouvement, par exemple, si Patricia, à ce moment-là, sent que ça commence à bloquer ou que ça devient difficile, là, on s'arrête, on ne force pas et on revient. ça me tire un peu dans le bas du dos. Et ben, dès que tu sens Donc, ces je sensations-là, ne vais pas très loin, mais tu t'arrêtes. Le principal, c'est de pouvoir réaliser quand même le mouvement, Mm. puisque ça va permettre, avec la répétition, de venir échauffer les articulations de ton dos et te permettre de gagner quelques degrés progressivement, toujours en respirant. Parce que là, je devine que comme il y a un peu plus de tiraillement, c'est très vrai, probable que tu as tendance à te mettre plus en je suis en apnée. apnée, ouais. Là, c'est parfait. Et après, c'est d'essayer, évidemment, à chaque nouvelle répétition, de gagner quelques degrés, d'aller un petit peu plus loin à chaque fois et de réaliser ces 10 répétitions. Là, c'est parfait. Voilà. Super. Mm. Le deuxième exercice, cette fois qu'on va réaliser pour les épaules et pour les trapèzes et les cervicales, donc cette fois plus pour le haut du corps, ça va être de faire la suite de ce qu'on a fait tout à l'heure en position allongée où on faisait le mouvement où on élevait les bras vers le haut. Là, ça va être le même principe où on met une main sur l'autre main et on vient lever les bras le plus haut possible, puis on redescend progressivement. On essaie d'approcher les bras le plus possible près des oreilles et on adapte évidemment l'amplitude du mouvement en fonction des sensations qu'on sent, comme d'habitude, que ce soit au niveau des omoplates, entre les omoplates, mais aussi au niveau de la nuque et des épaules. Je redescends les bras jusqu'en bas. Exactement, ouais. Non, plus on a de mouvements possibles et plus c'est libre,
plus on essaie vraiment d'aller au maximum, c'est-à-dire très proche des oreilles. Et si on sent qu'on est limité, par exemple, à 90 degrés en face, on ne force pas, on redescend. On peut même fléchir un petit peu plus les coudes, ce qui va aussi faciliter le C'est mouvement, ça ça? va être un peu plus facile, Mmh. exactement. Que comme le poids du bras va être moins important sur les épaules, ça facilitera le mouvement pour commencer. OK, Donc on peut débuter coude fléchi et ensuite progressivement on essaie de tendre les coudes en levant les bras. d'accord. Toujours une dizaine de répétitions et là tu le fais super bien en respirant à chaque fois. Donc toujours inspiration, expiration comme vous le sentez à partir du moment où vous ne vous mettez pas en apnée, que ce soit en élevant ou en descendant les bras. Comment tu sens cet exercice au niveau de tes épaules ou tes omoplates? Ça fait, voilà, ça détend pratiquement. C'est bien. Ça Le tire un peu en haut et dès que je sens que ça tire un peu, je redescends. Tu as super bien Ouais, décrit, en fait, les ouais, sensations qui sont importantes à avoir, c'est-à-dire de trouver le juste lâcher. milieu entre, je force un peu plus, ça Ouais, m'amènerait de la douleur ouais, et je ne force dire je ne fais pas assez le mouvement qui fait que je ne ressens rien ouais, et le tiraillement va être aussi bénéfique où ça va apporter évidemment une sensation de ouais. relâchement progressivement. Là, je suis au max. En sachant que là, on a montré l'exercice avec le poids des 2 bras maintenu, mais évidemment, on peut le faire avec un bâton. Je vais chercher ça tout de suite Mmh. pour s'aider. Donc ça va être un peu plus facile à faire, c'est-à-dire que si le fait de n'utiliser que les 2 bras, c'est un peu trop difficile, on prend un manche à balai ou n'importe quel objet qu'on peut tenir à 2 mains, avec les mains un peu écartées, c'est-à-dire que les mains doivent être à peu près en direction de vos 2 épaules et là, Patricia, tu vas pouvoir faire réaliser le même mouvement, c'est-à-dire que tu lèves le bâton au-dessus de ta tête. Tu peux au début démarrer coude un peu fléchi D'accord. et si tu sens que c'est relativement confortable, tu vas pouvoir progressivement après tendre les coudes. Et l'avantage du bâton, c'est que s'il y a une des 2 épaules, par exemple, qui est un peu plus douloureuse que l'autre, le bras moins douloureux va venir aider le bras douloureux pour réaliser le mouvement. Donc ça peut aussi aider ou en tout cas être, une assistance possible pour venir réaliser ce mouvement avec moins de difficulté que celui qu'on a fait tout à l'heure lorsque les 2 bras étaient, l'un sur l'autre, lorsqu'on élevait les 2 bras vers le plafond. Je redescends jusqu'en bas le bâton, jusqu'au Jusqu'en bas, genou. ouais, jusqu'au genou, c'est parfait et après D'accord. tu redémarres le mouvement et on fait une dizaine de répétitions. Est-ce que ça te semble plus simple, plus difficile que l'exercice de tout à l'heure ou c'est à peu près pareil? Non, je trouve que c'est plus facile avec le bâton. Ça me paraît, je trouve que c'est plus simple. Mmh. Mais j'ai tendance à me crisper, en fait, sur le bâton par rapport, aux mains. Je serre Oui, les tu sens que tu bâtons tires plus le super bâton. fort, ouais. Donc je suis crispée. Donc c'est plus facile d'un côté et de l'autre, je suis plus crispée. OK, là, un des moyens évidemment pour essayer de réduire la Ouais, crispation, c'est ouais, déjà le fait d'en avoir conscience pour que tu puisses relâcher un peu tes mains ouais, et évidemment de respirer de manière ouais, profonde pour que ça t'aide en fait à essayer de réduire l'état de tension que tu peux avoir au niveau des ouais. bras. Donc on a tendance à oublier de respirer à chaque fois, c'est Ouais, bah, surtout plus il y a de sensations désagréables qui ouais. apparaissent pendant l'exercice, Mmh. oui, évidemment. Ensuite, on va pouvoir faire un exercice qui va plus se focaliser cette fois sur les mains. C'est bien qu'on en parle, là, Patricia, du fait que tu me disais que tu avais plus de tension au niveau des mains. Ouais, On a aussi besoin évidemment d'échauffer les articulations des doigts, d'échauffer les articulations du poignet. Et pour ce faire, on va utiliser, merci, une petite balle. Donc, on avait évoqué l'intérêt d'avoir ce type d'objet. Je continue aussi pour moi. D'avoir une petite balle, mais vous pouvez évidemment utiliser n'importe quel autre objet que vous avez à la maison. Le tout, c'est que ce soit un objet mou. Donc, on pourrait prendre une éponge, on pourrait prendre un vêtement, par exemple un pull mou, que vous allez pouvoir mettre dans votre main. On va faire une main après l'autre. Le principal, c'est que le premier objet soit assez gros pour qu'on ne puisse pas en fait, venir serrer complètement la main. Puisqu'en général, évidemment, ces mouvements-là peuvent être assez douloureux dès qu'on va venir serrer fortement et faire une pression sur les différentes articulations de la main. Donc, en mettant la balle dans ta main, tu vas mmh, pouvoir venir au début serrer tout doucement. Donc, c'est plus en fait les dernières phalanges des doigts qui viennent serrer d'accord. et tu cherches pas à écraser complètement la balle dans la paume de Oui, ta main. d'accord. Donc, c'est pour aussi toujours être dans une logique de progression, c'est-à-dire on commence par échauffer les articulations des doigts dans un premier temps.
Puis ensuite, on va serrer de plus en plus fort pour venir échauffer les articulations entre les doigts et les os de la main, puis ensuite entre les os de la main et les os de l'avant-bras, ce qui fait qu'on va échauffer toutes les articulations Mmh. du poignet et de la main. Donc, en fonction des sensations que tu as, c'est-à-dire que si tu ressens de la douleur, ça veut dire que l'intensité de cet exercice, la résistance, elle est un peu trop importante. Donc, soit on réduit l'effort qu'on applique sur la balle, soit ça veut dire que la balle, elle est trop résistante et donc il faut qu'on prenne un objet qui soit un peu plus mou. Donc, la douleur, c'est un indicateur aussi pour déterminer est-ce que l'intensité de l'effort et de l'exercice que je suis en train de faire est trop élevée par rapport à ce que peut tolérer ma main ou est-ce qu'au final, c'est tolérable. Et là, je peux me permettre de serrer un peu plus fort, progressivement, Mmh. et donc de chercher à écraser de plus en plus la balle dans la paume de ma main. Donc cet ajustement, c'est évidemment individu dépendant à faire en fonction des sensations qu'on ressent au niveau du poignet. Mmh. Donc, par exemple, Patricia, tu m'avais déjà dit que tu avais des douleurs au niveau du poignet. Ouais, ouais, Là, tu le ressens comment, l'exercice? là, ça va, mais c'est vrai que j'aurais tendance à ne pas trop forcer pour pas trop solliciter mon poignet, Mmh, de peur, de créer des douleurs par la suite. mmh. Donc ma question serait plutôt de savoir, est-ce que c'est un bon exercice pour échauffer justement le poignet, peut-être l'avant-bras et les doigts, ou et qui permettrait justement d'éviter que la douleur ne se crée? Alors oui, puisque l'avantage de cet exercice, c'est que la main et l'avant-bras sont alignés. Ce qui veut dire aussi que l'articulation du poignet, dire les articulations du poignet, ne sont pas dans une position où il y a trop de pression qui ferait que ça Ouais, entraînerait plus facilement de douleur. Par exemple, si on faisait l'exercice avec la main fléchie et là on serre ah avec oui, les doigts, d'accord. là il y a un risque beaucoup plus important d'avoir de la douleur, tout simplement parce qu'on augmente la pression dans l'articulation du poignet. Mmh, Donc là, c'est sûr que d'accord. ça sera un risque côté main. Ouais, d'accord. Donc c'est mieux de démarrer avec le poignet aligné. Et si dans cette position, on sent que ça vient, se générer des sensations d'effort, de tiraillement au niveau du poignet, mais que ça n'est pas de la douleur. On reste quand même dans une logique d'échauffement, donc là, il y a pas de souci. D'accord. Et là, plus tu vas serrer, plus ça va venir solliciter les muscles de ton avant-bras et Mmh. là, on va plus échauffer l'articulation du poignet. Que Mmh. si tu fais vraiment tout doucement, on va rester que sur les doigts Mmh. et très peu, sur le poignet. Parce que je pense qu'en fonction des douleurs de chacun, il y a quand même une certaine appréhension Bien sûr, aussi à générer de la douleur par la suite en fonction des exercices. tout à fait. Donc là, moi qui ai souvent mal au poignet, j'y vais mollo. Et aussi, c'est de s'assurer par rapport à la logique un peu de l'apparition des douleurs de chacun, de déterminer si en général on a des douleurs purement mécaniques qui apparaissent que pendant l'effort. Donc là, évidemment, on peut anticiper et se dire, tiens, je sens que là, en serrant trop fort, ça commence à me faire mal, donc je réduis l'effort. Ou si les douleurs apparaissent un peu à contretemps, c'est-à-dire je fais un effort, j'arrête et 5-10 minutes après, je sens que de la douleur commence à apparaître. Et là, évidemment, pour ajuster et faire un peu de l'essai-erreur, le seul moyen, c'est de faire un test. Si on Mmh. voit que les quelques minutes après, Ouais. on a de la douleur, la prochaine fois qu'on fera l'exercice, on réduira soit le nombre de répétitions, soit l'intensité de la résistance qu'on a dans la main pour aussi ajuster et faire en sorte qu'à chaque fois qu'on fait un dérouillage matinal, on n'ait pas les mêmes douleurs qui apparaissent. Mais le conseil, ce n'est pas de supprimer l'exercice qui peut Non, générer quand même de la c'est douleur. c'est une question de dosage. Exactement. Parce qu'on a tendance justement, quand ça génère de la douleur, à arrêter l'exercice en question Tout à fait. et à passer à un autre. Donc en fait, le conseil, c'est plutôt de le faire autrement, Ouais. En mais fait, de c'est trouver, important. voilà, de Ouais. trouver le bon dosage qui va permettre que on puisse solliciter certaines zones de notre corps où on a de la douleur habituellement, dans un objectif de réentraînement. Et c'est ça le principe, par exemple, de la Mmh. rééducation qu'on met en place, pour des personnes qui, ont ce type de douleur. C'est-à-dire que on va chercher à pas être dans les 2 extrêmes, à dire: «Il faut absolument faire des exercices et donc se faire mal, il faut forcer et cetera». Ça, c'est pas du tout la bonne logique, c'est contre-productif. Et à l'inverse, de dire: «Dès que j'ai mal, je ne fais pas l'exercice». Mmh. Ça voudrait dire aussi qu'on n'aurait pas tendance à solliciter ces parties de son corps, qu'on laisserait un peu en quarantaine en permanence et au final, ces parties de notre corps ne vont jamais s'entraîner à tolérer plus d'efforts, c'est-à-dire à avoir une meilleure condition physique qui vont Mmh. permettre au final de prévenir de la douleur. Donc l'intérêt là, dans la logique de rééducation, c'est de se dire: on ajuste le nombre de répétitions, le mouvement. Donc dans ton cas, par exemple, on va prendre un exemple concret. Mmh. Toi, il y a un intérêt à faire travailler ton poignet parce que tu as des douleurs. Ouais. En plus, tu as de l'appréhension, donc tu aurais plutôt à avoir un comportement de te dire, Mmh. défensif, Oui, j'évite tout oui, mouvement sur cette zone-là. ouais. Donc il y a un véritable intérêt à faire des exercices qui sollicitent ton poignet pour l'entraîner à tolérer plus D'accord. d'efforts. Mmh.
mais par contre, à un niveau de résistance, de répétition qui soit au début très faible, pour te permettre de sentir que ton poignet il est capable de gérer ces efforts-là. Et avec l'entraînement, tu vas pouvoir augmenter progressivement. Et pas de la logique de dire: «Je ne fais rien Oui, et je oui, protège mon ouais. poignet». Mais on a tendance à réagir comme ça. Ouais, ce qui est Ouais. normal, tout à fait. Mmh. C'est sûr que personne ne veut avoir mal, la douleur, c'est quand même une Mmh. sensation très désagréable. Ouais. Parfait, je pense que là, tes mains et ton poignet sont très bien échauffés, à mon avis. Donc, ça, c'était pour la main et le poignet. Maintenant, on va pouvoir passer à 2 autres exercices, cette fois debout. Le premier qui va solliciter les genoux et les chevilles, puisque c'est vraiment 2 parties du corps qu'on a encore assez peu échauffées. Alors, poser les balles. Donc là, il n'y a pas besoin de matériel particulier. Mmh. Donc, on va décaler ta chaise, Patricia. On va se mettre hop, comme ça. Donc, je vais se mettre de profil, hop, comme ceci. Donc, tu peux mettre ton pied sur la chaise. Donc là, on peut utiliser une chaise, un tabouret ou n'importe quel autre objet sur lequel, ou même votre canapé sur lequel vous allez mettre votre pied. Évidemment, plus la surface peut s'enfoncer, moins ça va être facile puisque ça va être instable. Donc, c'est quand même mieux, idéalement, d'avoir une chaise. On met donc le pied, mets ton pied totalement sur l'assise du siège, c'est parfait. Et tu vas pouvoir mettre tes mains de chaque côté de ton genou. Et tu vas venir tout simplement avancer ton bassin en direction du dossier du siège. Lève le talon. Tu vas forcément être amené à décoller un petit peu le talon. Et ensuite, tu fais un aller-retour, donc tu reviens progressivement et tu recommences. Et la jambe arrière, je décolle pas le talon. Tu peux, ça, c'est pas un problème. Le tout, c'est de sentir que progressivement, le poids de ton corps, il s'applique sur cette jambe, sur la jambe qui est sur la chaise. En sachant que là, évidemment, on va augmenter la flexion du genou et la flexion au niveau de la cheville, même si le talon se décolle un peu. Ça, c'est un mouvement qui peut évidemment beaucoup sensibiliser le genou, donc il Ouais. faut y aller vraiment très doucement, c'est-à-dire qu'on ajuste l'amplitude en fonction de ce que tu ressens. Ouais. Moi, ça me tire le genou, là. Donc, dès que tu commences à sentir la sensation de tiraillement, tu t'arrêtes OK. et tu reviens. Et ce qui va permettre aussi de s'assurer que les sensations qui sont produites pendant l'exercice ne restent pas dans le temps, c'est qu'au moment où tu reviens, la sensation de tiraillement, elle doit disparaître. Oui. Si par contre, la sensation de tiraillement ou le fait que le genou soit plus sensible comparativement à avant que tu démarres l'exercice, Ouais. là, ça veut dire que cet exercice est trop difficile pour l'instant et qu'il faut qu'on démarre par un autre type d'exercice qui va être moins intense. Donc là, par exemple, quand tu reviens, est-ce que la sensation de tiraillement, elle reste ou elle n'est présente que quand tu vas vers l'avant? Non, que quand je vais vers l'avant. Et bien là, c'est parfait. Ça veut dire que tu n'auras pas de Ça, c'est bon. contre-coup, d'effet indésirable lié à cet exercice qui indiquerait en fait que le genou, pour l'instant, n'est pas encore en capacité de pouvoir gérer ce type d'exercice et D'accord. qu'il va falloir qu'on passe par d'autres étapes pour le réentraîner. Donc 10 fois de ce côté-là et ensuite tu passes sur l'autre jambe. Donc on commence par n'importe quelle jambe et à chaque fois, on vient fléchir le genou, puis ensuite on vient décoller tout doucement le talon à la fin du mouvement. Et on ne fait évidemment qu'une amplitude plus ou moins grande en fonction des sensations qu'on ressent lorsqu'on fait ce type d'exercice. Donc là, c'est vraiment pour faire travailler le genou. Exactement, ouais. Et là, l'avantage de cet exercice, c'est qu'on commence par une seule partie du poids du corps qui s'applique sur le genou. Puisque cette jambe-là, étant toujours en appui sur le sol, elle supporte une partie du poids du corps. Et donc, c'est plus facile pour la jambe gauche et pour le genou de commencer à s'échauffer avec ce type d'exercice que si directement on se disait, tiens, je vais me tenir à quelque chose et je vais venir faire des accroupissements. Là, c'est évidemment plus difficile pour gérer ce type d'exercice, où au niveau des genoux, on aurait beaucoup plus de douleur. Désolé pour le petit problème technique. Là, je garde le pied dans l'alignement ou je le... Là comme tu étais, c'était très bien. C'est-à-dire Comme ça, que le tout, dans c'est que tu sois l'alignement. dans une position qui est la plus confortable possible. D'accord. Donc, je peux décaler un peu mon Ouais. pied. Si tu sens que c'est mieux d'avoir le genou, le pied un peu tourné, Oui, je trouve. et ben, Oui. tu te mets comme ça, c'est parfait. Parce que c'est pas cette jambe-là qu'on fait travailler. D'accord. Donc, au final, cette jambe, il faut qu'elle soit dans une position confortable. Oui, je trouve que c'est plus confortable, le pied un peu... Enfin, pour moi, en tout cas. Ouais. Un peu décalé. Est-ce que tout de suite, tu sens tes genoux plus sensibles qu'avant de démarrer l'exercice? Oui. Plus sensibles dans le sens où, Je sens que je les ai fait travailler. est-ce que c'est de la douleur? Ou c'est une sensation un peu d'échauffement, comme tu disais tout à l'heure, par Non, exemple, pour les bras? là, c'est pas de la douleur. OK. Donc là, c'est parfait.
Ça veut dire que tu as fait travailler tes genoux, mais pas non plus trop intensément au point que les genoux soient plus sensibles au Ouais. sens douloureux. Et là, qui amènerait, évidemment, même si c'est sur plusieurs minutes, que ce soit plus difficile de faire d'autres Ouais. exercices après. Ouais. On va remettre ta chaise pour pouvoir faire l'exercice suivant. Donc là, on va passer cette fois sur un exercice où on va utiliser une petite charge. Donc le plus simple, si vous n'avez pas d'haltère à la maison, c'est d'utiliser une petite bouteille d'eau, par exemple, ou n'importe quel objet qui ferait à peu près 500 grammes. On va rester debout au début. On va commencer par faire un exercice pour les bras. Comme ça nous permet de laisser reposer un peu les genoux après l'exercice que Patricia vient de faire. Et ensuite, on va revenir sur un autre exercice au niveau des jambes. Là, on va reprendre le même mouvement qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire on devait lever les bras. On va se décaler un tout petit peu. C'est-à-dire qu'on attrape la bouteille à deux mains et on vient lever les bras le plus haut possible, puis on redescend. Évidemment, avec la bouteille, comme on a une charge supplémentaire au poids des bras, donc 500 grammes, ça va augmenter la difficulté au niveau des épaules et au niveau de vos bras et même des omoplates. Mais c'est toujours dans l'objectif on a préparé les articulations de l'épaule, les muscles, les tendons à commencer à s'échauffer avec des mouvements plus faibles en intensité. Et maintenant, on va augmenter progressivement la difficulté de l'exercice, dans toujours l'objectif de se dire, dans ma journée, je vais probablement avoir des activités à faire qui vont m'amener à porter des choses ou à répéter des gestes au niveau de mes bras. J'ai besoin que ces mouvements puissent être le plus indolores possible. Donc, dans mes échauffements, il faut que je puisse préparer mes bras et mes articulations à des niveaux d'effort équivalents. Comment tu sens là l'exercice en ayant une petite charge supplémentaire? Ça va. Il faut que les bras soient le plus près des oreilles aussi ou les coudes légèrement écartés? Les coudes légèrement écartés, le tout, c'est que tes mains se rapprochent le plus possible du plafond. D'accord. Pour qu'on Je soit sûr que, redescends voilà, que jusqu'en tu bas. fasses une amplitude complète de ce qui est permis par tes épaules. Et c'est toujours le même principe. On ajuste l'amplitude du mouvement en fonction des sensations qu'on a. Si on ressent de la douleur à 90 degrés ou un peu plus, on s'arrête, on ne force pas, on redescend progressivement et on répète le geste, même si on reste à la même amplitude. Et à force de faire ce type d'exercice, c'est-à-dire de jour en jour, ça va nous permettre de progresser, d'être capable de monter un peu plus haut les bras, de supporter une charge un peu plus importante. Là, on est à 500 grammes. Si 500 grammes, c'est trop difficile, on reste avec l'idée du bâton ou des deux mains, dans un premier temps. Si c'est trop facile, on passe sur un objet un peu plus lourd. Donc, on pourrait imaginer une bouteille d'1 litre ou un autre objet qu'on a à disposition à la maison. Il n'y a pas forcément besoin d'acheter d'haltères ou d'acheter du matériel de ce type, en sachant que dans la maison, souvent, ou dans l'appartement, il y a plein d'objets disponibles qui permettent de faire l'affaire. Et on respire. C'est super de la rappeler à chaque fois. Petit pour moi. Ouais, c'est très bien de le rappeler parce que je pense qu'on a tendance souvent à oublier encore. Donc 10 répétitions aussi. Ok. Une fois que les 10 sont faits, on va passer cette fois sur un exercice au niveau des genoux, des hanches et du bassin, en faisant ce qu'on appelle des squats. C'est-à-dire, tu vas pouvoir te mettre juste en face de la chaise. Donc, c'est bien d'avoir une chaise derrière ses fesses, parce que ça va être un support en fait, pour s'assister dans le mouvement. Et Patricia, tu vas pouvoir venir donc mettre l'haltère en face de tes cuisses. L'haltère, pardon, la bouteille. Ouais. J'ai déjà la comparaison entre les deux. Et de venir fléchir les genoux en reculant, en ressortant les fesses. C'est-à-dire que si je me mets de profil, vous voyez que mon bas du dos, il doit être le plus droit possible et les fesses ressorties. L'objectif, c'est de venir contracter les muscles du dos, les muscles des fesses et les muscles des cuisses. Donc là, Patricia va commencer à sentir que ça chauffe un peu au niveau des cuisses. En ayant l'idée, c'est ça l'intérêt de la chaise derrière, c'est qu'on cherche à venir s'asseoir, mais sans poser les fesses sur l'assise de la chaise. Donc c'est la direction du mouvement de venir reculer les fesses vers l'arrière et vers le bas. Et on remonte. Tu le fais super bien. Merci Anthony. Tu étais déjà entraîné, c'est bien, ça, tu es devenue une professionnelle du squat maintenant. Non, mais le fait de dire que prendre l'exemple de comme si on voulait s'asseoir, c'est bien, je trouve. Ouais, bah, ça aide bien une pour la bonne, direction du mouvement. Ouais, et c'est bien imagé, donc voilà.
Et On fait donc, le le même dos mouvement. doit rester le plus droit possible. Un autre guide, c'est ton regard doit rester à l'horizontale pour te permettre aussi d'avoir le haut du corps qui reste bien redressé. Et là, on est sûr qu'on va faire venir travailler toujours dans cet objectif de progression, un peu plus intensément, les muscles, les articulations, les tendons au niveau des cuisses, au niveau des fesses et au niveau du dos, avec 500 grammes en charge, mais on pourrait imaginer qu'on démarre à vide, où au début, on met uniquement ses 2 mains en regard de nos cuisses, on fait le mouvement et on passe après avec un autre point plus, un peu plus lourd. Comment tu le sens? Là, je sens plus mes genoux, en fait. Je Ça va sens être les muscles qui les vont le plus genoux, travailler de toute façon au début. ouais. Donc c'est pour ça que c'est bien de faire l'exercice au préalable d'échauffement des genoux, Mmh. parce que cet exercice va être plus difficile et il commence à être plus complet. Et qui fait travailler plus de zones en même temps Ouais. que tous ceux qu'on a fait avant, on a fait très dissociés. Et après, on pourra augmenter un niveau de difficulté, faire un niveau de difficulté plus important en fonction évidemment de la condition physique individuelle de chaque personne. C'était super, parfait. Comment tu as trouvé l'enchaînement, qu'on a pu faire là? Bien, je pense que justement, ça peut être enfin, c'est progressif, ça fait travailler, un peu tous les muscles, toutes les parties du corps, tranquillement. Ce qui est important, je trouve, c'est de savoir que justement l'échauffement est important. Et que c'est pas parce qu'on a mal à une articulation qu'on ne peut pas la solliciter gentiment Mmh. et tout C'est doucement, ce qui est mon cas. l'excellent mot de dire ça, ouais, c'est parfait. Voilà, parce que me concernant, je vais tendance à dire, bah voilà, j'ai mal dans cette articulation, donc je ne la sollicite pas. Mmh. Voilà. Et au contraire, je pense qu'il faut apprendre à l'échauffer tranquillement pour pouvoir pratiquer des activités. Moi, à titre personnel, c'est par exemple la marche nordique, c'est le piano. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup solliciter les poignets, mais après, ça peut être d'autres articulations. Voilà, donc merci Anthony pour les conseils. Voilà, j'espère que ça environ à plein de personnes qui nous ont suivis, mais en tout cas, je trouve que l'approche est importante. Donc on va pouvoir passer maintenant au temps de questions-réponses. Si évidemment vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a pu aborder aujourd'hui, en sachant que ce qu'on a vu par rapport à ces exercices peuvent être démultipliés. Forcément, il y a une multitude d'autres exercices possibles à faire et à adapter en fonction aussi de votre condition physique, des symptômes que vous avez. Tout ça doit être ajustable. Bon, j'ai quand même un peu travaillé, donc voilà, je diminue le poids de la bouteille. Ah, donc, nous avons reçu de nombreuses questions sur le chat. Donc, Anthony va se faire un plaisir d'y répondre. Alors, certaines personnes dans le chat nous disent qu'ils n'ont pas pu réaliser tous les exercices parce que certains leur semblaient trop difficiles ou douloureux. Dans ce cas, que faut-il faire si on est en période de poussée inflammatoire, par exemple? Alors, si on est en période de poussée inflammatoire, évidemment, ça sous-entend qu'il faut fortement réduire l'intensité des exercices qu'on peut être amené à réaliser habituellement. Et ces exercices doivent être déjà sans poids, sans charge et avec le minimum d'application de la gravité. Donc, par exemple, tous les exercices qu'on a fait plutôt allongés, voire même, mais un peu limite en position assise, mais le mieux c'est de faire allonger, de se cantonner uniquement à ces exercices-là. Donc de ne pas faire toute la progression qu'on a pu faire, puisqu'évidemment, plus la gravité s'applique et que le poids du membre entraîne un effort sur les articulations, ça va générer plus de douleur. Donc l'exemple de la poussée inflammatoire, c'est vraiment le cas le plus caractéristique, où vaut mieux limiter aux exercices allongés. Par contre, quand on est en dehors d'une poussée inflammatoire, mais qu'on sent que ces exercices, pour ceux qu'on a pu faire, certains étaient difficiles, en fait, ça sous-entend que les zones où vous avez eu des douleurs, donc on pourra imaginer l'exercice que tu as fait tout à l'heure au niveau des épaules, si ça génère de la douleur, ça sous-entend que ce niveau de difficulté, il est trop important pour l'instant et qu'il faut démarrer par des exercices plus faibles en intensité. Donc soit sans utiliser de matériel, donc sans charge supplémentaire, ou en réduisant le nombre de répétitions, ou en faisant des amplitudes plus réduites, par exemple avec les bras, ou en démarrant carrément uniquement avec des exercices allongés ou en tout cas assistés pour que ça nous permette de nous entraîner et qu'on puisse progresser pour après être capable d'en faire plus. Et évidemment, là, on fait une seule session pour ce dérouillage matinal, mais il y a une question d'entraînement, ça veut dire qu'il faut répéter les exercices de jour en jour pour sentir qu'au fur et à mesure, notre condition physique, elle s'améliore pour nous permettre d'être capable de faire un peu plus et ensuite d'augmenter la difficulté des exercices qu'on réalise. Donc on en revient un peu à la question du dosage. C'est toujours cette logique-là qui est la plus importante, en passant de allongé à assis à debout et donc là, ça serait allongé.
Alors, une autre question, j'entends beaucoup parler d'activité physique adaptée. Comment y avoir accès? Peut-on le faire chez un kiné? Et est-ce que c'est remboursé? Donc, l'activité physique adaptée, c'est un nouveau cadre qui a été mis en place pour permettre évidemment à des personnes qui présentent des maladies persistantes dans le temps pour mettre en place de l'activité physique qui va être adaptée à leur niveau. Ce cadre-là, donc, il peut être dispensé par des kinés, mais aussi des enseignants en activité physique adaptée. Donc, il y a 2 professions qui peuvent dispenser ce type de programme. Il existe, en Île-de-France, des associations qui proposent des programmes d'activité physique adaptée et qui est donc, pris en charge, en fait, directement par, des financements régionaux ou en tout cas de l'État qui mettent en place ces programmes. Chez le kiné, si ça rentre dans le cadre d'une prescription qui est mise en place par un médecin, donc si vous avez une prescription d'un médecin pour aller voir un kiné, il y aura une prise en charge de la part de la sécurité sociale et de votre, complémentaire ou à 100 si c'est en affection de longue durée. Tout ça vous permettra évidemment de le faire aussi chez un kiné. Le tout après, c'est de trouver un kiné qui le met en place, ce qui n'est pas le cas partout. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de kinés qui ne sont pas toujours, ne proposent pas systématiquement en fait vraiment des consultations et des séances adaptées pour l'apprentissage d'activité physique et qui vont être adaptées à la condition physique que vous avez, à la maladie que vous avez, au niveau de handicap, aux symptômes, et cetera. Donc ça, après, c'est dépendant du kiné, mais en tout cas, les kinés peuvent le proposer et ça va être pris en charge dans le cadre en fait de, l'assurance maladie, comme pour les soins que vous pouvez avoir quand vous allez voir un kiné, comme habituellement. Quelle est la meilleure position au lit pour se lever le matin sans trop de douleur? Patricia nous l'a super bien montré tout à l'heure, l'enchaînement de positions, c'est-à-dire que Tu veux que je leur montre? je veux bien, Ok. ouais. Donc ça va être important de le faire dans les 2 sens. On a souvent tendance à le montrer de allongé à debout, mais on va le Ah faire oui, aussi de debout à allongé. d'accord. Comme ça, au moins, ça va être dans les 2 sens. Donc, c'est allongé, on fléchit les genoux, on positionne les pieds là, par exemple, on imagine qu'on est sur le matelas du lit. Tu vas pouvoir venir emmener tes genoux sur le côté. Une fois que tu es sur le côté, tu appuies avec une de tes mains pour venir relever ton buste. Donc là, évidemment, on ne le voit pas avec le lit, mais on imaginerait que ses jambes sont en dehors du matelas. Et elle va venir s'aider avec ses bras pour se redresser. Et donc, elle va se retrouver dans la même position que moi, c'est-à-dire en position assise. Et après, elle peut se relever. Et donc, comme elle sera déjà assise, elle va se relever directement. Et pour l'enchaînement dans l'autre sens, Oui, c'est-à-dire, tu pars debout, donc on imagine que tu viens t'asseoir sur le matelas, tu oui, serais assise. oui. Tu viendrais t'allonger sur l'épaule et ensuite tu bascules tes jambes sur le matelas Comme en venant faire une rotation du buste. Voilà. comme ça, comme Là, on ça, imaginait que tu étais assise, tu comme viens ça. te mettre sur le côté, c'est ça. Voilà. Et Et ensuite, là, tu ramènerais tes jambes de l'extérieur à sur le lit, oui, puis ensuite tu ramènes tes épaules. Et l'idée, c'est en fonction de si vous dormez sur le côté gauche ou le côté droit de votre lit, c'est de le faire évidemment du côté le plus proche de la sortie. Et ce qui peut même être plus simple, c'est de le faire du côté où vous avez le plus de force possible avec votre bras, pour que ça vous aide en fait à vous redresser pour repasser en position assise. Et ça, c'est ce qui va limiter les douleurs que vous allez pouvoir ressentir au niveau du dos si vous êtes amené à vous relever vraiment, tout droit. C'est-à-dire, je suis allongé complètement, je me redresse. Comme on l'évoquait tout à l'heure avec Patricia, ça contracte fortement les abdominaux et donc ça met beaucoup de pression dans l'abdomen qui donc augmente l'effet de mmh. compression sur la colonne. Donc il y a un risque en fait qu'il y ait évidemment plus de douleur si vous êtes sensible au niveau de cette zone-là. À chaque reprise d'exercice, les douleurs reviennent en force. Pourquoi? La principale raison, je pense, même si évidemment il faudrait qu'on puisse le évaluer, en fonction des exercices réalisés, qu'est-ce qui peut causer ce type de problème? Mais souvent la principale raison, c'est la question du dosage. Donc on revient à la discussion qu'on a eue tout à l'heure avec Patricia, c'est que si il y a de la douleur qui apparaît fortement pendant les exercices, voire même après les exercices, c'est que soit l'exercice en lui-même est trop difficile, donc quand je dis exercice, ça sous-entend la manière de faire l'exercice, donc les mouvements, la position qu'on prend, ou la charge qu'on utilise, ou le matériel qu'on utilise, ou la durée de l'exercice. Donc il y a forcément un paramètre qui fait que l'exercice est trop difficile par rapport à ce que peut tolérer
les articulations qui sont douloureuses, ou en tout cas notre corps de manière générale. Donc pour pouvoir avoir moins de douleur, il faut réduire le niveau d'effort qui s'applique sur notre corps quand on fait cette activité physique ou cet exercice, pour nous permettre de le réaliser sans avoir des douleurs qui vont se majorer et être présentes. Bah, comme, Patricia, tu l'évoquais tout à l'heure quand tu as fait Ouais. l'exercice pour les genoux, par exemple. Ouais. Mmh. Tu sentais que c'était sensible et que si tu forçais un peu plus, tu allais avoir de la douleur Ouais. et ça aurait pu probablement te déclencher des douleurs sur, toute la demi-heure après. Pour éviter ce genre de choses, en termes de dosage, le tout, c'est d'ajuster l'amplitude, mais ça pourrait être même, si on parle de l'exemple de la marche nordique, imaginons qu'au bout d'une demi-heure de marche nordique, tu commences à avoir hyper mal au poignet. Mmh. Ça voudrait dire qu'il faut réduire la durée d'effort qui s'applique sur tes poignets quand tu serres, mais ça sous-entend aussi que peut-être tu pourrais bénéficier d'exercices qui entraîneraient tes poignets à être capables de tenir un effort de serrage au niveau des bâtons que tu utilises quand tu fais de la marche nordique. Mmh. Donc là, il y a un besoin d'exercices de rééducation pour permettre aux poignets de mieux gérer ce type d'effort pour qu'après, quand tu fais de la marche nordique, tu aies moins de symptômes qui apparaissent. C'est un peu Mmh. comme si on se disait Mmh. que aujourd'hui, quand je fais mes activités de la vie quotidienne, j'ai un peu de douleur, mais sans plus. Quand je fais une activité physique, ça me fait mal. Il y a un peu un gap entre les 2 que je dois réussir à combler, parce que ça veut dire qu'il y a un décalage trop important en termes d'effort qui s'applique sur mes poignets, si on prend ton exemple. Mmh. Et donc, j'ai besoin de faire certains exercices entre les 2 qui vont me permettre de réhabituer mes poignets à tolérer les efforts qui apparaissent quand je fais de la marche nordique. Mmh. Et donc ça, si on a du mal à le trouver, donc ce fameux dosage, l'idéal, c'est de se faire conseiller par un professionnel de santé qui va nous guider sur quel type d'exercice va être le plus approprié pour nous permettre de ne pas avoir plus de douleurs. Parce qu'évidemment, ce n'est pas adapté d'avoir des douleurs qui reviennent en force systématiquement. Ça ne va pas vous permettre de vous améliorer. Mais je pense que ce que tu dis, ça peut être aussi valable dans ses activités quotidiennes, parce que de Oui, faire bien sûr. de faire ses carreaux, de se baisser pour des activités, des tâches ménagères, par exemple, c'est pas forcément de l'activité physique comme on l'entend aujourd'hui, Tout à mais fait. on sollicite aussi beaucoup ses articulations. Donc, l'échauffement dont tu parles, je pense qu'il est aussi valable et peut s'appliquer dans notre vie de tous les jours. Tout à fait. Ouais. Puisque là, ça va être des gestes répétés qui, de toute façon, Ouais. provoquent Mm. potentiellement de la difficulté ou des douleurs. Alors, nous allons répondre à une dernière question. Est-ce que vous avez des exemples d'automassage pour aider à dérouiller les mains et les chevilles le matin? Donc, alors, je pense que l'automassage, le terme ne sera peut-être pas tout à fait approprié pour une raison assez simple, c'est que si on parle, par exemple, de la main et du poignet, heu, si je masse au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'avec ma main, je viens faire des mouvements ou des pressions sur le poignet, ça ne va pas échauffer l'articulation. C'est-à-dire que ça n'a pas d'impact sur la manière dont votre articulation va être raide, douloureuse, sensible, et cetera. Ça va avoir uniquement un impact sur les tissus qu'on appelle dits mous, c'est-à-dire les muscles, la peau, tous les tissus qui entourent l'articulation. Si on veut vraiment faire en sorte que l'articulation et tout ce qui entoure l'articulation soit dérouillé le matin, c'est mieux de venir faire des mouvements avec l'articulation concernée. C'est-à-dire que si je le faisais, par exemple, au niveau de ma main, imaginons que c'est le poignet droit que je cherche à dérouiller. Avec ma main gauche, je vais attraper ma main. Par exemple, je positionne mon coude sur ma cuisse ou sur une table pour reposer mon bras et je vais venir tout simplement faire des mouvements, vous voyez, j'étends ma main vers l'arrière, je la fléchis vers l'avant et la répétition de ce type de mouvement, ça va avoir un effet de dérouillage sur mon articulation pour me permettre de réduire les sensations de raideur. Et ça peut être une première étape si vraiment Mmh. l'articulation est très rouillée, très douloureuse, avant de commencer à faire les différents mouvements qu'on a pu faire tout à l'heure ensemble. Mais par contre, si au-delà de la raideur et de la douleur de l'articulation, vous souhaitez quand même aussi réduire la douleur, si c'est plus des douleurs de type musculaire et qui sont plus superficielles, là, évidemment, ça peut avoir un intérêt en fait à masser en utilisant une crème neutre qui permet aussi d'aider pour pas non plus s'arracher la peau quand on le fait avec la main, c'est quand même assez désagréable. Et là, tout simplement, c'est de venir avec la main englober l'articulation et venir faire des mouvements un peu comme une torsion au niveau du poignet. Même principe au niveau de la cheville, Mmh. où on mettrait le tibia sur sa cuisse, je lève ma jambe pour bien qu'on la voit, j'attrape mon pied, je viens faire mes fameux mouvements de tout à l'heure pour permettre d'échauffer l'articulation de cheville,
donc dans un sens et aussi dans l'autre, sur les côtés. Donc, c'est haut, bas et sur les côtés. Et ensuite, si je sens que le fait aussi d'avoir un contact avec ma main et une pression, ça me soulage au niveau de la cheville, là, c'est le même principe, c'est j'applique une pression et je fais une légère torsion avec ma main, mais qui n'aura pas d'effet directement sur l'articulation. Donc, c'est bien d'associer les deux à chaque fois. Alors, nous avons reçu quelques remerciements des participants qui nous regardent. Alors, merci, vous êtes super, je vais m'y mettre. Merci à tous les deux pour cette présentation d'exercice de déverrouillage et tous ces conseils. Merci beaucoup à tous les deux, très intéressant. Nous aussi, on vous remercie de nous avoir, votre attention, de nous avoir regardé, moi en tant que cobaye, mais aussi témoin par rapport aux douleurs que je peux avoir, et j'espère que mon petit témoignage vous a aussi aidé. Et puis merci beaucoup Anthony pour tous les conseils, parce que moi j'ai beaucoup appris à tes côtés, notamment comme je le disais, pour la vie du quotidien. C'est vrai que s'échauffer, moi c'est plutôt les poignets, mais ça peut être les genoux, les épaules, et donc c'est important. Donc merci beaucoup pour tous tes conseils, tout ce que tu nous apportes. Merci à vous tous et à vous toutes, pardon, d'avoir assisté aussi à cet atelier. J'étais super content aussi de le faire avec toi, Patricia. Ouais, réciproque. Et n'oubliez pas une chose importante, je pense, de toujours se dire que le dérouillage matinal est essentiel pour les articulations, pour s'échauffer, pour préparer pour la journée. Et en parallèle, d'essayer de réfléchir à quel type d'activité physique sur le long terme on peut mettre en place pour aussi avoir un effet préventif sur l'apparition des douleurs qui pourraient apparaître dans le futur. Donc, il y a toujours l'association des deux qui est essentielle pour permettre de limiter au maximum les symptômes, le handicap perçu, etc., pour la vie de tous les jours, et se sentir le mieux possible. En tout cas, un grand merci à tout le monde. Ouais. Donc, pour tous ceux qui ont assisté à l'atelier, vous recevrez le replay de la vidéo pour refaire les exercices chez vous à votre rythme. Voilà. Donc, pour rappel, à 11h30, vous retrouverez la conférence et posez toutes vos questions sur les rhumatismes inflammatoires chroniques. Voilà. Merci pour votre attention. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée.